Elle est tellement stupide, a raillé ma sœur. J'ai pris son argent, elle ne sait pas, maman a murmuré, continue de la dépouiller. J'ai arrêté de trembler et j'ai appuyé sur enregistrer. Au dîner, j'ai posé des questions sur les fonds manquants. Le sourire de ma sœur s'est figé. Je m'appelle Mila. J'ai toujours été la discrète de ma famille, celle qu'ils n'ont jamais prise au sérieux, jusqu'à un soir où j'ai entendu ma sœur rire. Elle est tellement stupide. J'ai pris son argent. Elle ne le sait même pas. Et ma mère, elle ne l'a pas arrêtée. Elle l'a encouragée. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai appuyé sur enregistrer. J'ai posé des questions sur le fonds manquant au dîner, et la main de ma sœur a tremblé autour de son verre de vin. Il pensait que je resterais silencieuse pour toujours. Mais que se passe-t-il lorsque la discrète riposte? Vous êtes-vous déjà rendu compte trop tard que les personnes qui vous épuisent partagent votre nom de famille? Ce devait être un arrêt rapide, 10 minutes au maximum. J'avais un dernier dossier à déposer chez maman, une partie des formalités finales pour la succession de papa. Le soleil commençait tout juste à plonger derrière les arbres, et l'air extérieur gardait encore la tiédeur persistante du printemps texan. Je n'ai même pas pris la peine de prévenir. Nous étions une famille. On n'a pas besoin d'invitation chez sa mère. Du moins, c'est ce que je croyais. Je me suis garé devant la maison de briques où j'avais grandi. Fenêtres allumées, lumière du porche déjà allumée. Les vieux asclépiades dans la cour avant étaient en pleine floraison, comme chaque mars. Je suis monté sur le porche, les papiers serrés sous mon bras, et j'ai tourné la poignée lentement. La porte n'était pas verrouillée. Depuis le foyer, j'entendais des voix venant de la cuisine. Des voix familières. Maman et mes sœurs. J'étais sur le point d'appeler, de leur faire savoir que j'étais rentré, quand la voix de Sarafen a tranché le silence comme un rasoir. Elle est tellement stupide, a-t-elle dit, son ton tranchant et dégoûté. J'ai pris son argent. Elle ne le sait même pas. J'ai figé. Le couloir m'a soudain semblé trop étroit. Les murs se pressaient. Ma main s'est instinctivement retirée du bord du chambranle. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge, ma poitrine se serrant, mais mes pieds sont restés ancrés. Puis est venue la voix de maman. Calme, factuelle. Continue de la dépouiller. Elle est trop douce pour se battre. J'ai arrêté de respirer. Pendant un instant, j'ai cru avoir imaginé ça. Que mon cerveau avait déformé les sons, m'avait joué un tour. Mais non, elles ont dit ce qu'elles ont dit, et elles le pensaient. Je me suis appuyé contre le mur, les yeux écarquillés, le cœur battant la chamade. Une vague de chaleur de quelque chose. Je ne pouvais pas dire si c'était de la rage ou du chagrin, m'a submergé. Je l'ai senti monter à ma poitrine, brûlante et gelante à la fois. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas donner de sens à ce que j'avais entendu. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un commentaire sorti de son contexte. C'était un plan, une tactique, une compréhension partagée entre ma mère et ma sœur. Et j'étais la cible. J'ai entendu Sarafen rire. Elle nous supplie pratiquement de profiter d'elle. Elle donne de l'argent comme si c'était des bonbons d'Halloween. Maman a gloussé légèrement. C'est pourquoi nous ne disons rien. Elle veut se sentir utile. Laisse-la. Mon estomac s'est tordu. Ma main, tenant toujours les papiers, a commencé à trembler. Des pages ont volté sous mon bras. Mes doigts sont devenus engourdis. Des flashs de souvenirs ont afflué, aidant Sarafen à payer ses prêts étudiants, me portant caution pour sa première voiture quand papa a dit non, lui donnant accès à certains comptes de papa juste au cas où. Chaque fois, je pensais faire ce qu'il fallait, que la famille passait avant tout, qu'aider les autres était ce que nous faisions. Je pensais être aimé, même respecté. Mais ce que j'ai entendu dans cette cuisine était tout autre chose. Je n'étais pas aimé, j'étais pratique. Je me suis reculé dans le couloir. Mon téléphone était dans ma poche arrière. Je l'ai sorti lentement, le cœur battant toujours dans mes oreilles. Mon pouce a survolé le bouton d'enregistrement. J'ai hésité une demi-seconde. Cela semblait mal, invasif, mais ensuite je me suis souvenu de sa voix. Elle est tellement stupide. J'ai appuyé sur enregistrer. Plus jamais leur donner le bénéfice du doute. Plus jamais laisser passer les choses. Je tenais le téléphone bas, faisant attention à ne faire aucun bruit. Sarafen continuait de parler,
se vantant de la façon dont elle avait déplacé certains actifs et ouvert un compte joint juste au cas où. Maman hochait la tête, murmurant son approbation. Mon visage brûlait, mais je n'ai pas bougé. Quand la conversation a dérivé vers des choses banales, des listes de courses, la fête de départ à la retraite d'une amie, je me suis retiré. Doucement, je me suis glissé dehors. La porte moscovite a crépité légèrement et j'ai grimacé, mais personne n'a suivi. De retour dans ma voiture, je me suis assise sur le siège conducteur pendant un long moment. Je n'ai pas démarré le moteur. Je n'ai même pas mis ma ceinture. Je me suis contenté de regarder droit devant, respirant difficilement. Cette maison, celle derrière moi. Ce n'était plus un lieu de réconfort. C'était là où vivait la trahison. Finalement, j'ai tourné la clé. Le moteur a ronronné. Je me suis retiré lentement, roulant sans but dans des rues calmes, les lampadaires s'allumant un par un alors que le crépuscule s'approfondissait dans la nuit. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Pas encore. Les larmes brouillaient ma vision en passant devant des quartiers que je connaissais depuis toute ma vie. Le glacier où nous allions après l'église le dimanche. La station-service du coin où Sarafen m'a appris à conduire. Chaque repère semblait maintenant souillé. Quand je suis finalement arrivé dans le parking de mon appartement, le ciel était devenu noir. Je suis sorti, les jambes lourdes, et j'ai traîné dans les escaliers jusqu'à mon logement. À l'intérieur, j'ai posé le dossier sur le comptoir. Je n'ai même pas pris la peine d'allumer la lumière principale. J'ai traversé la cuisine, me suis versé un verre d'eau, et me suis tenu près de l'évier, laissant la fraîcheur du verre me ramener à la réalité. J'ai attrapé mon téléphone. Mon pouce a de nouveau survolé le bouton de lecture, et j'ai écouté. Leur voix remplissait la pièce, froide et claire. Elle est tellement stupide. J'ai pris son argent. Continue de la dépouiller. Chaque mot frappait comme un coup de poing. Mais étrangement, plus j'écoutais, moins elle semblait avoir de pouvoir. Quelque chose en moi avait changé. Je n'allais pas pleurer. Pas maintenant. Elle m'appelait douce. Peut-être que je l'étais, mais douce ne veut pas dire stupide. Et stupide, c'est de les laisser s'en tirer comme ça. Je suis allé dans ma chambre, me suis assise sur le bord de mon lit, et j'ai rejoué l'enregistrement une fois de plus. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé un dossier intitulé Épreuve. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, mais je savais une chose. Cette fois, je ne laisserai pas passer. J'ai regardé par la fenêtre, observant le vent bruisser dans les arbres. Mon visage était immobile, mais à l'intérieur, une tempête avait commencé. Elle pensait que j'étais douce. Alors elle n'avait jamais entendu mon plan silencieux. Je n'ai pas dormi, pas du tout. Après avoir rejoué cet enregistrement une douzaine de fois, je me suis assise par terre avec mon ordinateur portable ouvert et tous les documents financiers que j'ai pu me procurer. Relevés bancaires, virements, dispersation de succession, résumé de comptes fiduciaires, tout cela. Ligne par ligne, j'ai retracé le mouvement de l'argent, les dates, les montants, les signatures. Certaines transactions semblaient familières. Les petites, celles dont je connaissais l'existence, mais d'autres, des paiements que je n'avais jamais autorisés, des virements vers des comptes que je ne reconnaissais pas, des frais de conseil de $18 000 à une société holding dont je n'avais jamais entendu parler, tout cela opportunément programmé quelques semaines après le décès de mon père quand elles m'ont poussé à laisser Sarafen aider pour les tâches lourdes. Au lever du soleil, je n'étais plus en colère, juste concentré, froidement, précisément concentré. Le matin même, j'ai envoyé un SMS à Sarafen et Valora. Dîner ce soir, c'est ma tournée. Juste nous trois. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Sarafen a répondu la première. Bien sûr. Tellement fier de toi de tendre la main. Valora a envoyé un emoji pouce levé. Rien que ça m'a fait serrer la mâchoire. En début de soirée, j'avais déjà choisi l'endroit. Un restaurant chic au centre-ville. Elles aimaient toutes les deux. Les nappes blanches, les murs en briques apparentes, et les serveurs qui appelaient tout le monde madame ou monsieur, peu importe votre âge apparent. Un endroit qui correspondait à la version que Sarafen avait d'elle-même. Chic, imperturbable, élevé. Je suis arrivé 5 minutes en avance et j'ai demandé une banquette dans un coin, quelque part où je pouvais les voir clairement, quelque part assez privé pour ce qui allait se passer. Elles sont arrivées ensemble. Sarafen portait un blazer rose pâle et des talons trop hauts pour un jour de semaine.
Valora portait des perles, ses cheveux rigides de lac, ses yeux balayant déjà la pièce à la recherche de visages familiers. Je me suis levé pour les accueillir, j'ai étreint chacune poliment, puis je me suis glissé dans mon siège comme si c'était juste un mardi comme les autres. Pendant les premières minutes, c'était de la petite conversation, le travail, les potins du quartier, un peu de rire forcé de Sarafen quand j'ai mentionné que j'étais en train de parcourir certains dossiers de papa. Oh, j'ai oublié à quel point il était méticuleux, ai-je dit en sirotant mon eau. Même ses post-it étaient datés. Valora a hoché la tête en souriant. Ton père a toujours aimé l'ordre. Je suppose que ça a sauté une génération, cependant. J'ai souri en retour. Je ne sais pas. Je suppose que cela dépend du type d'ordre dont nous parlons. Sarafen a posé délicatement sa serviette sur ses genoux et a regardé autour d'elle. Cet endroit est mignon. Tu grandis vraiment, Mila. Voilà. Ce ton, celui où chaque compliment est enveloppé de condescendance comme si j'étais l'interne de la famille. Juste chanceuse d'être invitée à la réunion. Nous avons passé commande. Valora a pris le flétan, Sarafen, une salade de cale avec du poulet grillé. J'ai à peine regardé le menu, j'ai commandé une soupe et une dose de patience. Quand le serveur s'est écarté, je me suis légèrement penché en avant, posant mes mains sur le bord de la table. Alors, j'ai examiné le fond Morningside, ai-je dit. Casual même. Celui que j'ai transféré après l'exécution du testament de papa. Le sourire de Sarafen s'est resserré. Valora a attrapé son vin. Il n'a pas affiché de rendement, ai-je poursuivi, les yeux rivés sur Sarafen. Je voulais juste vérifier. A-t-il été transféré ailleurs? Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis Sarafen a eu un rire court et aérien. Oh oui, je pense qu'il y a eu un délai. Tu sais comment ces choses vont. Fluctuation du marché, période de détention, peu importe. Elle a agité la main comme pour chasser une mouche. Valora est intervenue. Mila, vraiment? C'est une petite somme. Pourquoi t'en faire? J'ai incliné la tête, souriant faiblement. Parce que papa s'est inquiété pour chaque dollar. Tu te souviens? Silence. Les doigts de Sarafen se sont resserrés autour de son verre de vin. J'ai regardé attentivement le pied du verre penché juste légèrement, un tremblement à peine visible, mais il était là. Je n'ai rien dit de plus. J'ai juste laissé le silence respirer. Le serveur est revenu avec nos plats. Le moment est passé, mais pas pour moi. J'ai attrapé le regard que Sarafen a jeté à Valora. Un signal silencieux, que j'avais déjà vu, généralement lorsque j'étais écarté d'une conversation qui ne me concernait pas. Nous avons mangé. Elles ont fait avancer la conversation. Ont essayé au moins de parler d'un gala de charité le week-end prochain, d'un influenceur avec lequel Sarafen travaillait. Valora s'est plainte à nouveau des politiques de la Shoah. J'ai souri et hoché la tête. Laissez-les remplir l'espace de bruit. Mais sous la table, ma main planait près de mon sac à main. À l'intérieur se trouvait une petite clé USB contenant l'enregistrement. Je n'allais pas la sortir. Pas encore. Ce n'était pas le moment. Pas en public. Mais je voulais qu'elle sache que je savais, qu'elle ressente ce changement. Sarafen s'affaissait. Elle n'avait aucune idée à quel point elle était évidente. Et Valora, elle avait toujours été douée pour éviter la confrontation directe. Elle préférait la culpabilité, la pression silencieuse. Son jeu était de vous étouffer sous l'obligation. Mais j'en avais fini de jouer. À mi-chemin du dessert, aucun de nous ne mangeait vraiment. J'ai posé une dernière question. Au fait, ai-je dit légèrement. Comment va ce groupe de conseil que tu as créé l'année dernière, Sarafen? Celui dont tu as dit que je serais partenaire silencieuse. La fourchette de Sarafen s'est arrêtée en plein vol. Oh, je n'ai pas poursuivi avec ça, a-t-elle dit rapidement. Le marché n'était pas bon. J'ai hoché la tête lentement. C'est intéressant. J'ai vu mon nom sur certains des documents. Elle a cligné des yeux. Quoi? Juste quelque chose que j'ai trouvé en organisant les dossiers de succession de papa. Ce pourrait être de vieilles ébauches. Je vous les enverrai. Peut-être que vous pourrez m'aider à comprendre. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est fermée. Valora s'est penchée, la voix tendue. Mila, assez. Pourquoi fais-tu ça? Je me suis tourné vers elle, souriant toujours. Faire quoi, maman?
Tu sais ce que je veux dire? Remuer les choses. Ce n'est pas le moment ni le lieu. J'ai pris ma cuillère, j'ai remué mon thé lentement. Je n'ai rien remué. J'ai posé des questions sur un fonds et une entreprise dans lesquelles je suis peut-être ou non lié. C'est tout. Plus de silence. J'ai regardé entre elles, calmes, composées, et j'ai vu clairement. Elles n'étaient pas en colère parce que j'avais tort. Elles étaient secouées parce que j'avais raison et qu'elles avaient peur. Elles m'avaient sous-estimé si longtemps. Elles ont oublié que je regardais, écoutais, documentais. Je n'avais pas besoin de hausser la voix ou de pointer du doigt. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de leur réaction. Sarafen a payé l'addition avec un sourire trop large pour son visage. Valora a marmonné quelque chose à propos d'être fatiguée. Nous avons échangé des étreintes, aussi fausses que jamais, et nous nous sommes séparés à la voiturier. Dans ma voiture, je me suis assise quelques secondes avant de sortir la clé USB et de la poser sur la console. Je n'allais pas l'utiliser tout de suite, mais je l'avais, et maintenant j'avais vu leur remords. Quand je suis rentré chez moi, la ville était calme depuis longtemps. Les lumières de la rue clignotaient sur le pare-brise alors que je me garais et coupais le moteur. Mes mains s'attardaient sur le volant, les doigts raides. J'entendais encore le rire forcé de Sarafen. Je voyais encore le spasme dans son poignet quand j'ai parlé de ce fond manquant. La façon dont elle a essayé de détourner la conversation vers des eaux plus sûres. Elle ne mentait pas seulement. Elles avaient peur que j'arrête enfin de jouer les idiotes. Je suis entré dans mon appartement en silence, j'ai enlevé mes chaussures près de la porte, et j'ai jeté mes clés sur la table d'entrée avec un cliquetis sourd. Les lumières sont restées éteintes. La seule illumination venait de l'horloge du four et du faible bourdonnement du réfrigérateur. J'ai marché dans la cuisine et je me suis versé un verre de vin, pas parce que j'en avais envie, mais parce que je ne savais pas quoi faire d'autre de mes mains. Le vin est resté intact sur le comptoir pendant que je m'appuyais contre l'évier, le granit froid pressant contre mon dos. Mon corps se sentait épuisé, mais mon esprit était loin d'être fini. J'ai regardé dans le noir et laissé le silence s'épaissir autour de moi. Et c'est là que les souvenirs ont surgi. Ça commence toujours pareil. Un petit détail débloqué du fond de mon esprit. Cette fois, c'était un souvenir de mes 9 ans. Il manquait $20 dans le portefeuille de maman. Je me souviens m'être assise à la table de la salle à manger, les jambes balançant sur le bord de la chaise. Valora se tenait derrière maman, les bras croisés. Je ne savais même pas que l'argent avait disparu jusqu'à ce que j'entende la voix de maman, dure et déçue. Mila, je ne demanderai pas une autre fois. As-tu pris l'argent? J'ai secoué la tête, trop effrayé pour parler. Valora n'a rien dit. Elle m'a juste regardé avec de grands yeux et ce sourire narquois silencieux. Celui qui disait, tu es déjà en train de perdre. Elle ne m'a jamais défendu. Jamais. Et maman, elle a soupiré, m'a dit qu'elle était déçue, et m'a privé de sortie pendant une semaine. Ce n'est que des années plus tard que j'ai appris que Valora l'avait utilisé pour acheter des billets de concert avec ses amis. Ce souvenir en a déclenché un autre, puis un autre. L'été où j'ai été accepté pour un stage prestigieux à Boston. J'étais tellement excité que j'avais même commencé à chercher des sous-locations près du campus. Puis, elle a prétendu avoir besoin de rester près de chez elle cet été pour des raisons de santé mentale. Maman m'a demandé si je pouvais refuser l'offre pour que nous puissions être ensemble. Tu es le bébé. Elle a dit que tu auras plus de chance. Je n'ai pas discuté. Je ne l'ai jamais fait. À l'époque, je pensais qu'être arrangeante faisait de moi quelqu'un de bien. Que me sacrifier me rendait précieuse. Mais maintenant, assise ici avec un verre de vin, je ne buvais pas et mon cœur battait contre mes côtes, je voyais clairement. Je n'étais pas leur fille ou leur sœur. J'étais le tampon, le bouc émissaire, celle à qui on s'attendait qu'elle hoche la tête et donne sa part pour que les autres se sentent plus importants. Je me suis levé lentement, je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. Un journal relié en cuir que je n'avais pas touché depuis des années attendait silencieusement à l'intérieur. Je l'ai ouvert, j'ai tourné les pages remplies de pensées à moitié formées, de rêves griffonnés, de petits espoirs que j'avais mis de côté. Et puis j'ai pris le stylo. Elles m'ont élevé pour que j'accepte moins. Je l'ai écrit comme un titre. Plus maintenant. Ma main tremblait, pas de peur, mais de quelque chose de plus fort, de plus stable. J'ai regardé ces 2 phrases jusqu'à ce qu'elles cessent de ressembler à des mots et commencent à ressembler à des décisions. J'ai remis le journal dans le tiroir et je l'ai fermé doucement.
Puis je suis allé à l'étagère où les vieux albums photos vivaient dans la poussière et l'inutilité. Un seul cadre fin se détachait. Papa et moi debout près du jardin, portant tous les deux de grands chapeaux de paille. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Il me montrait comment planter des tomates. Il disait toujours, tu vois des choses que le reste d'entre nous ne voit pas, Mila. C'est ton don. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. À l'époque, je pensais qu'il voulait dire que j'avais de l'imagination. Maintenant, je me demandais s'il ne me mettait pas en garde. J'ai tenu la photo contre ma poitrine et je me suis laissé tomber sur le canapé. Le silence ne me semblait plus étouffant. Il me semblait être une armure. J'ai murmuré dans le silence. Peut-être qu'il est temps que j'agisse comme tel dehors, le vent agitait doucement les arbres, tapant leurs branches contre les fenêtres dans une pensée rythmique. J'ai regardé les ombres danser sur le plafond, et j'ai laissé mon esprit se fixer sur quelque chose de ferme. Je me suis levé à nouveau, je me suis dirigé vers la petite armoire de classement coincée dans le coin près de mon bureau. Je n'avais pas ouvert ce tiroir depuis les funérailles. À l'intérieur se trouvaient tous les documents de succession, les dossiers juridiques, les récapitulatifs de fiducie, quelques notes manuscrites que papa avait laissées scotchées sur des dossiers dans son écriture grasse. Je me suis agenouillé, j'ai ouvert le tiroir, et j'ai feuilleté jusqu'à trouver celui dont j'avais besoin, marqué d'un stylo rouge. Allocation personnelle. Je l'ai apporté à la cuisine, j'ai débarrassé le comptoir d'un geste silencieux de mon bras, et j'ai étalé le tout comme un tableau de scène de crime. Si elles avaient touché quoi que ce soit qui lui appartenait, je le saurais. Je suis resté éveillé bien après minuit, recoupant chaque dossier que j'avais sur la succession avec ceux que j'avais sortis du vieux bureau de papa. Il ne s'agissait plus seulement d'être méticuleuse. Il s'agissait d'être certaine. J'avais besoin de preuves, pas de paranoïa. Le lendemain matin, je me suis autorisé à dormir un peu plus. Mon corps était fatigué, mais mon esprit avait déjà fait plusieurs tours avant que je n'ouvre les yeux. Café à la main, j'ai revérifié les derniers documents, en surlignant les incohérences. Une a attiré mon attention. Un transfert inhabituellement programmé de 25 000 $ d'un compte lié à la succession. Ce compte particulier était destiné au service de soins de longue durée, qui n'était plus nécessaire après le décès de papa. Je n'avais autorisé aucun mouvement de ce compte. J'ai composé le numéro de ma banquière personnelle chez First Hill Bank, celle que papa utilisait depuis des décennies. C'était un vendredi matin, presque midi, et le temps d'attente était étonnamment court. Quand il a décroché, son ton était aussi poli que d'habitude. « Bonjour, Scott à l'appareil. Comment puis-je vous aider, Mila ?»« Bonjour, Scott. J'examinais les comptes fiduciaires de la succession. Il y a une transaction récente de 25 000 $ que je ne reconnais pas, pouvez-vous vérifier qu'il a autorisé ? » « Laissez-moi voir ça, » a-t-il dit en tapant. Je suis entré dans le salon, le téléphone pressé entre mon épaule et mon oreille, feuilletant à nouveau le dossier. Scott s'éclaircit la gorge à l'autre bout. Elle a été approuvée en utilisant une procuration, la version de l'année dernière. Elle est liée à l'autorisation de votre sœur. Vous n'avez pas confirmé cela ? Non, je ne l'ai pas fait, ai-je dit sèchement. Elle n'est plus autorisée. Cette procuration a été révoquée au décès de papa. Il y a eu une pause. C'est étrange. Honnêtement, le système a quand même accepté le code. Nous devrons signaler cela et enquêter en interne. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté là un long moment, le cœur lourd, mais l'esprit complètement clair. Elle continuait de déplacer de l'argent derrière mon dos, sous mon nom, en utilisant un pouvoir qu'elle n'aurait plus jamais dû avoir. J'ai pris une respiration. Puis j'ai pris les clés. Il était temps de rendre visite à Valora. La route était calme. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Je n'entrais pas chez elle en tant que sa petite fille. Je ne cherchais pas l'approbation ou la douceur. J'entrais en tant que quelqu'un prêt à affronter la pourriture que tout le monde avait poliment ignorée trop longtemps. Valora a répondu à la porte avant même que je puisse frapper, comme si elle avait regardé par les stores. Elle avait l'air composée, ses cheveux soigneusement attachés en arrière, ses lèvres peintes dans leur nuance mauve habituelle, un cardigan jeté sur son chemisier comme si elle recevait une réunion de club de jardinage. « Mila » a-t-elle dit avec cette chaleur fabriquée. « Je ne m'attendais pas à te voir. »« Pouvons-nous parler ?» ai-je demandé. Elle a hésité, puis a ouvert la porte plus grand. « Bien sûr. » À l'intérieur, la maison avait l'air exactement pareil.
L'odeur du polish au citron, les assiettes en porcelaine sur le mur, le tic-tac légèrement trop fort de l'horloge de grand-père. Je me suis tenu dans la cuisine en posant le dossier en manille sur le comptoir. J'ai trouvé un problème, ai-je dit. Sarafen déplace à nouveau de l'argent en utilisant d'anciennes coordonnées. 25 000 $ sont sortis la semaine dernière. Valora n'a même pas cligné des yeux. Elle s'est versé un verre de thé glacé comme si je lui avais juste donné la météo. Tu t'imagines encore des choses, a-t-elle dit sans lever les yeux. Non, je ne le fais pas, ai-je dit. La banque l'a confirmé. Ils ouvrent une enquête. Valora m'a finalement regardé. Son expression était calme. Trop calme. Mila, tu as toujours eu tendance à t'emballer. Tu ne dors pas, tu réfléchis trop, et ensuite tu inventes ces histoires. Ma mâchoire s'est resserrée. Ce n'est pas une histoire. C'est une violation légale. Elle a souri faiblement et m'a offert du thé. Assieds-toi. Prends quelque chose à boire. Je n'ai pas soif. Eh bien, je ne vais pas faire ça si tu viens ici toute accusatrice, a-t-elle dit, montrant enfin de l'irritation. Sarafen a toujours porté beaucoup sur ses épaules. Elle essaie de faire de son mieux en vidant les comptes de papa. Ne sois pas dramatique, a-t-elle rétorqué. Ce n'est pas drainer, c'est ajusté. Tu es trop émotive pour comprendre comment cela fonctionne. Ma voix était calme, même si mes mains ne l'étaient pas. Tu peux continuer à essayer de faire tourner ça, mais la banque l'a déjà signalé. Il y aura un audit. Elle a posé le verre et croisé les bras. Et alors, Mila? Tu penses que cela se terminera par toi ayant l'air d'être la héroïne? Tu as toujours eu besoin de quelqu'un à blâmer quand les choses n'allaient pas comme tu voulais. Ce n'est pas ça. Elle a plissé les yeux. Non, parce que ça ressemble beaucoup à ce que tu joues encore la victime. Tu fais toujours ça. Quelque chose tourne mal et soudain c'est le monde contre toi. Je suis resté immobile. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit lentement, je n'ai plus 9 ans. Je ne vais pas rester ici pendant que tu prétends que ça concerne mes sentiments. Elle m'a regardé un instant, puis a ri doucement. Voilà, la performance. Tu penses qu'être froide te rend forte? Non, je pense que refuser qu'on me mente me rend saine d'esprit. Le silence s'est installé entre nous comme un poids. Elle a pris le dossier, l'a ouvert brièvement, puis l'a refermé comme si cela la offensait. Tu as changé, a-t-elle dit. Je devais le faire. Je me suis tourné pour partir. Tu pars maintenant, m'a-t-elle appelé. Et il n'y a pas de retour en arrière. Je n'ai même pas marqué d'arrêt. Dehors, le soleil était haut, mais la brise s'était levée. Elle tirait sur mon pull pendant que je retournais à ma voiture. J'ai ouvert la porte, suis monté, et j'ai regardé mon propre reflet dans le rétroviseur pendant un moment. J'avais l'air fatigué, pas faible, juste fatigué. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'au contact de Marbelle, j'ai appuyé sur appeler. Salut, elle a répondu. Tu vas bien? Non, ai-je dit. Mais je sais ce que je fais maintenant. J'ai besoin d'une référence pour un avocat, du genre qui s'occupe de fraude successorale. Elle n'a pas hésité. Compris. Je vais t'envoyer 2 noms par SMS. Tu veux que je sois présente quand tu leur parleras? Non. Je pense que je dois faire cette partie seule. D'accord. Je suis fier de toi, Mila. J'ai raccroché et je me suis adossé sur le siège, laissant le silence m'envelopper à nouveau. Cette fois, ce n'était pas le même silence qu'avant, celui qui contenait la confusion et la douleur. Ce silence était différent. Il ressemblait au souffle avant une tempête. Elle voulait l'ancienne version de moi, la silencieuse, celle qui hochait la tête, qui ne posait pas de questions, qui donnait tout avec un sourire et recevait une tape sur la tête en retour. Mais cette maman, elle était partie. Tu voulais une maman silencieuse, ai-je murmuré. Maintenant, tu rencontreras la version qui lit chaque ligne. Lundi matin, j'avais déjà planifié la réunion. Une semaine entière s'était écoulée depuis la confrontation chez maman. Depuis lors, j'avais parlé à un avocat, commencé à documenter chaque transaction non autorisée, et compilé un dossier de preuves qui avait même fait hausser un sourcil à mon avocat. Mais je n'étais pas prête à aller au tribunal. Pas sans une dernière carte à jouer. Alors, j'ai invité Sarafen à déjeuner. Elle a répondu en quelques minutes. Enfin, disait son message.
Content de voir que tu es prête à passer à autre chose. Elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'embarquait. Le club d'affaires que j'ai choisi était niché dans un coin tranquille du centre-ville d'Austin. Sarah Fenn se vantait de son adhésion là-bas. Les vrais leaders ne se rencontrent pas au brunch, disait-elle. Ils prennent des décisions autour de tables en acajou et de verres d'eau en cristal. Alors, j'ai choisi une salle de conférence privée au 2e étage. Calme, confortable, respectable. Elle est arrivée 5 minutes en retard, comme à son habitude, avec des talons de designer claquant sur le parquet, les cheveux bouclés, le maquillage parfait. Elle avait l'air de jouer son rôle, confiante, maîtrisant la situation, indemne de scandale. « Mila » a-t-elle dit, en m'embrassant l'air sur la joue. « Tu as l'air reposée. » J'ai souri, j'ai fait signe vers la chaise en face de moi. « Merci d'avoir pris le temps. » Elle a posé son sac sur la table et a regardé autour d'elle. « C'est un bel endroit. Content de voir que tu essaies de passer au niveau supérieur. » J'ai ignoré le coup. « Commençons. Je ne te garderai pas longtemps. » De mon dossier, j'ai sorti 2 feuilles de papier et les ai placées doucement sur la table entre nous. L'une était le résumé original de la succession de papa. La seconde, une copie d'un contrat signé que Sarah Fenn avait utilisé dans une proposition commerciale le trimestre dernier. Mon nom était en bas. Ses yeux ont à peine jeté un coup d'œil sur les documents. « Qu'est-ce que c'est ? » « Quelque chose que j'ai trouvé en examinant des documents, ai-je dit calmement. Ce contrat me liste comme partenaire dans ton projet. Je ne l'ai jamais signé, jamais accepté d'en faire partie. Elle a agité la main, la rejetant comme une peluche. Mila, s'il te plaît. C'est un langage standard. Tu ne comprendrais pas le jargon juridique. Cela ne signifie rien. Pour l'IRS et le registre des entreprises du Texas, si. Elle a cligné des yeux, puis a incliné la tête et a souri. Tu vas vraiment pinailler sur ça après tout ce que j'ai fait pour cette famille ? Tu veux dire tout ce que tu as pris ? Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise. Waouh. Alors c'est ça, une sorte de vendetta parce que maman me favorise. Tu n'es pas en colère à cause du contrat, Mila. Tu es en colère parce que je gagne. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le petit enregistreur argenté, je l'ai posé doucement sur la table. Son expression a légèrement changé, presque imperceptiblement. Je veux te faire écouter quelque chose, ai-je dit. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais je n'ai pas attendu la permission. J'ai appuyé sur jouer. Sa voix a rempli la pièce, nette et indubitable. Elle est tellement stupide. J'ai pris son argent. Elle ne le sait même pas. Il n'y avait aucune erreur dans le ton, l'arrogance, la cruauté. Le visage de Sarah Fenn a perdu toute couleur. « Tu m'as enregistré ?» a-t-elle demandé, la voix tendue. « Oui, c'est illégal. » En fait, ai-je dit, gardant ma voix basse et égale. Au Texas, c'est légal. Consentement d'une partie. Je me suis légèrement penché. Et j'étais la partie. Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. J'ai laissé le silence planer entre nous pendant encore un battement avant d'appuyer sur stop. La pièce semblait plus petite maintenant. Elle s'est agitée sur sa chaise, les bras serrés. « Tu penses vraiment que tu vas gagner cette petite guerre ?» a-t-elle finalement marmonné. « Tu as toujours été la plus fragile. Cela ne te va pas. Je ne suis pas là pour gagner, ai-je dit. Je suis là pour y mettre fin. » J'ai sorti une dernière enveloppe, un avis juridique officiel. Je l'ai fait glisser sur la table vers elle. « Cessez et abstenez-vous, ai-je dit. Immédiatement, vous retirez mon nom de tout document d'entreprise, fermerez tous les comptes qui me sont liés, et cesserez toute utilisation des ressources successorales. Si vous ne le faites pas, je porte plainte. » Ses mains tremblaient alors qu'elle ramassait le papier. « C'est de la folie. »« Non, ai-je dit, c'est une conséquence attendue. » Son expression s'est tordue, essayant de trouver le bon ton. Moquerie, pitié, colère. Mais rien de tout cela n'a eu d'effet. Elle était acculée, et elle le savait. « Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça, » a-t-elle dit, la voix brisée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu aurais dû y penser avant de falsifier ma signature. » Elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le bois. « Tu vas regretter ça. » Je n'ai pas sourcillé. Elle a rassemblé ses affaires avec fureur et est partie sans un mot de plus.
Je suis restée assise, exhalant lentement le souffle que je ne réalisais pas retenir. La pièce était à nouveau silencieuse, presque paisible. J'ai attrapé le dossier, j'ai remis les documents en place, et je l'ai fermé avec soin. Ma main s'est attardée sur l'enregistreur un moment avant que je ne le range. Elle s'attendait à ce que je cède à nouveau. Elle s'attendait à ce que je pleure, que je m'excuse, que je lui demande de ne pas être en colère, mais je ne l'ai pas fait. Pas cette fois. Alors que je sortais de la salle de conférence et descendais le couloir poli, je n'ai pas ressenti de triomphe. Je me suis senti ancré, stable. À l'ascenseur, j'ai jeté un coup d'œil à mon reflet dans les portes miroirs. Il n'y avait aucune peur dans mes yeux, juste de la clarté. Je me suis murmuré. Elles ont l'habitude que je cède. Voyons comment elles réagissent au feu. Quand je suis rentré dans mon appartement ce soir-là, mon téléphone a vibré avant même que j'aie le temps d'enlever mon manteau. Une notification de mon email. Puis une autre, puis une troisième. J'ai jeté mes clés dans le bol de la table d'entrée et j'ai sorti mon téléphone de ma poche, balayant les lignes d'objets. Nouveau commentaire sur ton parcours de santé mentale. Ping de blog. La vérité sur Mila. Mon estomac s'est effondré. J'ai ouvert l'email avec des doigts tremblants. Voilà, un tout nouveau post sur le blog de développement personnel de Sarah Fenn, qu'elle n'avait pas mis à jour depuis des mois. Ce nouveau post, soigné et plein de langage sirupeux, détaillait son expérience de navigation dans des dynamiques familiales difficiles, faisant référence à un proche ayant des antécédents de délire et de comportement de contrôle. Elle n'a jamais utilisé mon nom. Elle n'en avait pas besoin. Chaque pic subtil, chaque phrase voilée me dépeignait comme instable, autoritaire, dangereuse, et les commentaires, des dizaines déjà. Des réponses de soutien et élogieuses de ses adeptes. Tu es tellement courageuse de partager ça. La famille peut être toxique. Protège ta paix. J'ai vécu ça. Couper les liens a été la meilleure chose que j'ai jamais faite. J'ai cligné lentement des yeux et verrouillé mon téléphone. Je n'ai pas ressenti de colère. Pas comme avant. J'ai ressenti quelque chose de plus froid, de plus vif. Je suis allé dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Le tintement de la glace contre le verre m'a ramené à la réalité. Puis j'ai pris le dossier que j'avais utilisé lors de notre dernière réunion. Il est temps de pousser ça plus loin. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un texte de mon avocat. Sarah Fenn est maintenant public. On agit. Il est temps de répondre. J'ai répondu par SMS. Fais-le. Le lendemain matin, la véritable riposte a commencé. De ma part. Premièrement, j'ai envoyé un rapport formel au conseil d'administration de la start-up de Sarah Fenn. J'ai joint des copies des contrats qu'elle avait signés en utilisant mon nom, ainsi que des fichiers audio horodatés de notre réunion. J'ai inclus une brève déclaration. Je vais engager des poursuites judiciaires pour fraude et utilisation abusive d'identité. Deuxièmement, j'ai transmis le même dossier à 2 journalistes technologiques avec lesquels j'avais travaillé par le passé, des femmes que j'avais aidées à promouvoir pendant leurs premières années de freelance. Je savais qu'elles ne feraient pas un article à charge, mais elles suivraient la piste de l'argent. Enfin, je n'ai rien posté. Le silence, pour une fois, parlerait plus fort. En début d'après-midi, j'ai reçu un appel de Marbelle. Elle panique, a-t-elle dit. L'un de ses investisseurs pose des questions. Et devine qui vient de me contacter en privé. Laisse-moi deviner, ai-je répondu. Son assistante. Ancienne assistante, a-t-elle corrigé. Elle a démissionné le mois dernier et elle a les reçus. Nous avons programmé une réunion ce soir-là pour prendre un café dans un café tranquille. La femme Harry a partagé une série de messages Slack et une piste documentaire qui révélait que Sarah Fenn m'utilisait comme investisseuse fantôme pour paraître plus légitime. Elle a dit que cela donnait au projet un sentiment de sécurité, comme s'il avait un soutien familial. Harry a expliqué, je ne savais pas que tu n'étais pas impliqué jusqu'à ce que l'article commence à circuler. Elle m'a utilisé, ai-je dit. Elle utilise tout le monde, a dit Harry en sirotant sa boisson. Mais elle est négligente quand elle pense que personne ne regarde. Je l'ai remerciée et j'ai demandé si elle serait disposée à parler à mon équipe juridique. Elle a accepté sans hésiter. À la fin de la semaine, la pression avait atteint son point de rupture. Sarah Fenn a été convoquée à une réunion de médiation formelle au bureau de mon avocat. Je suis arrivé en avance, habillé simplement mais professionnellement,
ne portant que mon dossier et ma détermination. Elle est arrivée 15 minutes en retard, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et une tension comme parfum. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre dans une pièce au mur de verre. La médiatrice, une femme calme aux cheveux gris nommée Lisa, nous a salués toutes les deux avec une neutralité étudiée. Commençons. Je n'ai pas sourcillé. J'ai ouvert mon dossier et j'ai posé 3 choses sur la table. Premièrement, la documentation originale de la succession indiquant mon autorité. Deuxièmement, le faux contrat portant ma signature falsifiée. 3. Le post du blog imprimé que Sarafen avait écrit, avec des phrases soulignées qui pouvaient être interprétées comme des mensonges. Sarafen n'a pas dit un mot. Puis Lisa s'est tournée vers moi. « Madame Thorne, souhaitez-vous commencer ?» J'ai croisé le regard de Sarafen. Je suis restée silencieuse par amour. Je ne voulais pas que cela soit public. Je ne voulais pas te blesser. Mais je ne vais pas t'aimer plus que je ne me respecte. Cela a cessé quand tu as commencé à me traiter comme un pion. Sarafen a ouvert la bouche. Mila, c'est disproportionné. Lisa a levé la main. Laissez-la finir. J'ai poursuivi. Tu as signé mon nom sur des contrats. Tu as accédé à des comptes restreints. Tu as utilisé la mort de papa pour faire avancer ta carrière et me faire douter quand je posais des questions. Tu exagères toujours les choses. Elle a rétorqué. Tu fais ça depuis que nous sommes enfants. Je me suis tourné vers Lisa. C'est pourquoi nous sommes ici. Le sang-froid de Sarafen a commencé à s'effondrer. Ses bras se sont croisés sur sa poitrine. Sa jambe tressaillait. Sa voix s'est élevée. Tu essaies de me ruiner. Tu as toujours eu besoin d'être la victime. Et maintenant, tu me traînes vers le bas juste parce que tu ne peux pas supporter que j'ai réussi. Je n'ai pas répondu. Mon avocat à côté de moi est resté silencieux, griffonnant des notes. Lisa a regardé Sarafen. Nous pouvons faire une pause si vous avez besoin d'un moment. Non, a dit Sarafen, le visage rougi. Elle fait de cela une chasse aux sorcières. C'est toi qui as fait ça, ai-je dit, le ton égal. Pas moi. Lisa a regardé entre nous. Cela sera documenté. Nous vous fournirons un résumé d'ici la semaine prochaine. Sarafen s'est levée brusquement. J'ai terminé. Je n'ai pas écouté ces conneries. Et elle est sortie, ses talons claquant violemment contre le carrelage. Je suis restée assise, tenant toujours les preuves. La médiatrice s'est tournée vers moi avec un doux hochement de tête. Nous avons plus qu'assez, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas souri, je n'ai pas célébré. J'ai juste rassemblé mes papiers, les ai remis dans le dossier, et je me suis levé. Alors que je descendais le couloir vers les ascenseurs, j'entendais encore la voix de Sarafen résonner depuis le hall d'entrée. Elle criait à quelqu'un au téléphone, faisant les 100 pas comme un animal piégé. Laisse-la se défaire. Laisse-la crier. Laisse-la se consumer parce que cette fois, je ne lui ai pas donné l'allumette. J'ai fermé la porte de mon appartement et j'ai posé le dossier sur le comptoir de la cuisine, son poids atterrissant avec un doux bruit sourd qui résonnait plus fort qu'il ne le devait. Le lendemain matin est arrivé plus vite que prévu. Je n'ai pas beaucoup dormi, juste assez pour fonctionner. Le café était déjà en train de couler avant que le soleil ne se lève au-dessus de l'horizon d'Austin. Je me suis assise sur le bord du canapé avec ma tasse à la main, sans boire, juste en regardant la télévision en sourdine. Puis un doux ding de mon téléphone m'a sorti du brouillard. C'était un email de quelqu'un que je n'avais pas entendu depuis près d'1 an. Julia Palmer, une responsable du recrutement pour une société financière régionale avec laquelle j'avais passé un entretien le printemps dernier. Objet, pour vos yeux seulement. Je l'ai ouvert et les mots m'ont fait m'arrêter net. Mila, je pense que je vous dois des excuses. Après notre entretien l'année dernière, nous avons reçu un appel téléphonique, puis une lettre, tous deux de votre sœur. Elle a exprimé ses préoccupations quant à votre stabilité mentale et nous a fortement conseillé de ne pas aller de l'avant avec vous. À l'époque, nous l'avons pris au sérieux, mais je pense maintenant que c'était pour saboter vos chances. Je suis profondément désolé. J'ai posé le téléphone lentement, le cœur battant, non pas de surprise, mais de confirmation. Cela m'avait toujours obsédé. Comment cet entretien s'est-il terminé si abruptement? Comment le ton a changé en plein milieu? Ils m'ont dit que j'étais trop qualifié, puis qu'ils avaient besoin de quelqu'un de moins exigeant. Je suis sortie confuse, humiliée.
Maintenant, je savais pourquoi. Sarafen avait veillé à éteindre ma lumière bien avant que je ne commence à briller par moi-même. J'ai pressé mes paumes contre mes cuisses et j'ai fermé les yeux. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent de papa ou du contrat ou même des signatures falsifiées. Il s'agissait de toutes les portes qu'elle avait discrètement fermées derrière mon dos. Les mensonges qu'elle avait racontés, la façon dont elle me maintenait attaché à l'idée que j'étais trop sensible, trop réactive, trop émotive. Je n'étais pas trop quoi que ce soit. Je n'étais juste pas cruelle, et cela me rendait dangereuse pour quelqu'un qu'il était. Plus tard dans l'après-midi, j'ai rencontré Marbelle pour un déjeuner tranquille dans un petit café sur Bernet Road. C'était l'un de ces endroits avec des banquettes en cuir craquelé et un café fort qui n'avait jamais un goût de brûlé. Elle s'est assise en face de moi, son manteau toujours boutonné, et a étudié mon visage. « Tu as l'air affûté », a-t-elle dit. Comme quelqu'un qui a déjà pris sa décision. « J'ai reçu un email ce matin », ai-je dit en lui passant le téléphone. Elle l'a lu rapidement, son visage se crispant à la fin. Elle a appelé votre futur employeur. Elle s'est assurée que je n'aurais pas d'avenir du tout. Marbelle a soupiré et a croisé les mains sur la table. Tu lui as donné toutes les chances de reculer discrètement pour arranger les choses. Elle a brûlé toutes les sorties. J'en ai fini de nettoyer ces désordres, ai-je dit, la voix égale. Maintenant, elle devra en répondre. Marbelle a hoché la tête. Nous allons rédiger les documents aujourd'hui. Et nous l'avons fait. Ce soir-là même, je suis entré dans le palais de justice du comté de Trévis, le dossier en main, prêt à déposer la poursuite civile. Usurpation d'identité, fraude financière, diffamation. La greffière derrière la vitre n'a pas sourcillé quand je lui ai remis les documents. Elle les a tamponnés, les a insérés dans le système et m'a donné une copie. Le numéro de dossier vous sera attribué lundi, a-t-elle dit. Merci, ai-je répondu. Puis je suis parti. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas envoyé de SMS à Sarafen. Je n'ai pas prévenu Valora. Plus d'explications polies. Plus d'avertissements. Le lendemain, le procès a été rendu public. Et avant midi, il avait atteint la presse. Je ne l'ai pas divulgué. Je n'avais pas à le faire. Quelqu'un du cercle d'investisseurs de Sarafen a dû signaler le dépôt. Cela s'est répandu comme une traînée de poudre sur les forums locaux, puis sur les blogs nationaux, et ensuite Sarafen a commencé à poster. D'abord, c'était subtil. Certaines personnes feront n'importe quoi pour attirer l'attention, a-t-elle tweeté. Puis une citation cryptique sur Instagram. La vérité éclate toujours. Les menteurs aussi. Ces commentaires étaient remplis de sympathie. Des gens qui ne connaissaient pas la vérité, qui croyaient en son image soignée, son récit d'autodidacte, sa garde-robe de créateur et ses affirmations hebdomadaires. Mais le procès ne se souciait pas de l'éclat de son Instagram. Il ne se souciait que des faits. Ce week-end-là, je ne suis pas sorti de mon appartement. J'ai organisé tous les documents, toutes les communications, toutes les captures d'écran en dossier étiqueté. Mon avocat a appelé cela excessif. J'ai appelé cela une assurance. Le lundi suivant, un journaliste du Chronicle m'a contacté. Nous faisons un article sur le procès, a-t-elle dit. Souhaitez-vous commenter? Non, lui ai-je dit, mais j'espère que vous raconterez l'histoire correctement. Et puis mardi matin, j'ai allumé la télévision pour voir le visage de ma sœur à l'écran. Pas lors d'un gala de charité, pas en acceptant un autre prix, mais sous le titre « PDG de haute technologie poursuivi par sa sœur pour fraude, diffamation ». Je n'ai pas souri. Je n'ai pas ressenti de joie. Je me suis senti immobile parce que ce n'était pas une vengeance. C'était une libération. Je me suis assise sur le canapé à la regarder débattre de sa culpabilité dans des talk-shows matinaux. Regarder des intervenants deviner quel genre de sœur ferait une telle chose. Ils ne savaient pas. Ils n'ont pas vu les nuits de sabotage, les années où j'étais effacé avec un sourire. Ils n'ont pas entendu les conversations que j'avais enregistrées ni vu la façon dont elles me regardaient plutôt que de me regarder. Mais j'ai vu autre chose. Mon reflet dans l'écran noir, vitreux et stable. Tu m'as fait la méchante, me suis-je murmuré. Maintenant, je serai la tempête. Le palais de justice se dressait immobile sous un pâle ciel matinal, sa façade de pierre nette captant la lumière matinale comme si elle n'avait rien à cacher. Les trottoirs bruissaient d'une attente silencieuse. Des reporters avec des bloc-notes, des équipes de tournage déchargeant du matériel,
quelques curieux sirotant du café et prétendant ne pas regarder. À l'intérieur, il faisait plus froid. Pas seulement la climatisation, il y avait une froideur dans la façon dont les gens évitaient le contact visuel. Dans la façon dont même les étrangers semblaient sentir que quelque chose d'intime allait être mis à nu en public. Je suis passé par le contrôle de sécurité les épaules en arrière, portant une robe bleu marine, des chaussures plates, et une tranquillité d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas de bijoux, pas de maquillage, juste moi tel que j'étais, pas tel qu'elle me peignait. En entrant dans la salle d'audience, j'ai parcouru les rangées de bancs. Sarafène était déjà là, assise à côté d'une équipe d'avocats, sa posture droite, mais son visage pâle sous le fond de teint expertement appliqué. Ballora était assise directement derrière elle, le menton levé, la bouche pincée en une ligne qui n'avait pas fléchi depuis des décennies. J'ai remarqué quelques visages familiers de l'église, d'événements communautaires, des gens qui avaient vu ma sœur faire des discours, serrer des mains, afficher ce sourire de politicienne. Ils étaient là pour assister à un autre type de performance. Je me suis assise au premier rang à côté de mon avocat. Aucune parole n'a été échangée entre nous. Nous avions tout répété. Maintenant, il était juste temps d'exécuter. Le juge est entré ponctuellement à 9 heures. Un coup sec du marteau. Formalité. Puis les débats ont commencé. Mon avocat s'est levé le premier, calme, professionnel, chirurgical. Il a présenté l'enregistrement audio. La voix de Sarafène, parfaitement claire. Elle est tellement stupide. J'ai pris son argent. Elle ne le sait même pas. La salle d'audience n'a pas halté. Elle s'est tue. Plus silencieuse qu'une pièce remplie de monde ne devrait l'être. Un homme au fond a ajusté sa cravate. Une femme 2 rangs derrière Ballora a lentement croisé les bras. Puis est venue la piste papier, les transactions bancaires, les documents falsifiés, les preuves d'accès non autorisées au compte fiduciaire. Chaque pièce était remise respectueusement au juge. Chacune était une brique dans le fondement de la vérité. Mon avocat n'a pas dramatisé. Il n'en avait pas besoin. Les faits étaient assez brutaux par eux-mêmes. J'ai jeté un coup d'œil à Sarafène une seule fois. Sa mâchoire était serrée. Ses mains étaient jointes dans son giron. Elle a essuyé une seule larme avec un mouchoir qu'elle a sorti de sa manche. Pas un sanglot, juste assez d'humidité pour enregistrer la douleur, mais elle n'a pas parlé. Elle ne s'est pas excusée. Puis, de manière inattendue, Ballora a levé la main. Je souhaiterais faire une déclaration, a-t-elle dit. Le juge a baissé les yeux par-dessus ses lunettes. Comprenez-vous que cela sera sous serment? Je le fais. Ils l'ont assermenté. Elle s'est avancée, a ajusté l'ourlet de son blazer, et s'est tournée légèrement. À moitié vers le juge, à moitié vers la foule. Elle a toujours été la plus douce. Ballora a commencé, hochant la tête dans ma direction. Mila était fragile quand elle était enfant. Elle pleurait trop facilement, prenait les choses trop personnellement. Je n'ai pas cligné des yeux. Il fallait la rendre plus forte d'une manière ou d'une autre, a-t-elle continué. Le monde n'est pas gentil avec les filles comme ça. Elle a marqué une pause, a jeté un regard à Sarafène, puis de nouveau vers moi. Je lui ai donné naissance, a-t-elle dit. J'ai le droit de protéger ce qui m'appartient. Il y a eu un changement dans la pièce. Ce n'était pas dramatique. Personne ne s'est levé et n'a crié, mais l'inconfort est devenu physique. Des épaules se sont déplacées, des jambes se sont décroisées. Quelques têtes se sont tournées vers moi avec une nouvelle compréhension. J'ai fermé les yeux un bref instant, juste assez longtemps pour qu'ils ne se mouillent pas. Une partie de moi espérait encore qu'elle dirait autre chose, quelque chose d'humain. Mais la fierté venait toujours plus facilement à Ballora que la compassion. Quand ce fut mon tour, je me suis levé lentement, je suis allé au-devant, et j'ai fait face au juge. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit, ma voix ferme, mais basse. Il s'agit de récupérer ce qui a été pris, mon nom, ma dignité, la confiance de mon père. Je me suis tourné vers Sarafène. Tu m'as traité de stupide. Tu m'as volé, mais la pire chose que tu aies faite, c'est de supposer que je n'en survivrai pas. Elle a baissé les yeux sur ses mains. J'ai regardé à nouveau le juge. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Le juge a hoché la tête. Ce tribunal examinera toutes les preuves présentées. Une décision sera rendue dans les 10 jours ouvrables. Le marteau a frappé une fois de plus. La salle d'audience a bourdonné d'un mouvement poli.
Des chaises qui raclent, des chuchotements qui s'accumulent. Mon avocat s'est penché pour dire quelque chose, mais j'étais déjà debout. Je n'avais pas besoin de réassurance. Dehors, les reporters attendaient comme des oiseaux sur un fil. Des micros et des enregistreurs ont tendu le moment où je suis sorti sur les marches du palais de justice. Madame Thorne. Mila, croyez-vous que le juge sera de votre côté? Votre sœur a-t-elle déjà essayé de régler à l'amiable? Avez-vous un message pour votre mère? J'ai marqué une pause juste assez longtemps pour être entendu, mais pas assez longtemps pour être acculé. La justice ne vient pas toujours d'un marteau, ai-je dit. Parfois, c'est juste la vérité entendue à voix haute. Puis je suis parti. 3 jours après l'audience, je me suis tenu sur le seuil de la cuisine de ma mère, l'endroit même où tout cela avait commencé. La lumière du soleil entrait à travers les rideaux à demi lacés comme toujours, réchauffant le sol carrelé, adoucissant les bords des armoires qui se trouvaient dans cette maison depuis que j'étais enfant. La différence maintenant, c'était moi. Je ne tremblais plus. Je n'ai pas sonné. Je n'ai pas frappé. Je ne suis même pas entré. Je suis resté là quelques instants, laissant le silence entre cette maison et moi s'étirer autant que nécessaire. Puis je me suis retourné et je suis rentré chez moi, vers la version de moi qui avait été forgée, pas brisée. Plus tard dans la soirée, je me suis retrouvé dans le vieux bureau de mon père, celui que j'avais recréé dans mon propre appartement avec son bureau, sa lampe de lecture, et une chaise en cuir usé qui sentait encore légèrement le tabac à pipe et l'amande poivrée. J'avais l'intention de parcourir le reste des vieilles boîtes, mais je n'avais jamais trouvé le courage. Ou peut-être, jusqu'à présent, la raison. Dans le tiroir du bas, sous de vieux registres bancaires et une copie jaunie du testament, j'ai trouvé une enveloppe. Mon nom était dessus, son écriture. Il n'y avait pas de timbre, pas de date à l'extérieur, juste pour Mila. Mes mains tremblaient, pas de peur, mais de révérence alors que je glissais mon doigt sous le rabat. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de 3 mois avant son décès. Je me suis assise par terre et je l'ai dépliée soigneusement comme si elle risquait de se désintégrer dans mes mains. Mila, commença-t-elle. J'ai toujours su que tu voyais ce que les autres manquaient. C'est pourquoi je t'ai fait confiance. C'est pourquoi je me suis assuré que tu serais celle qui perpétuerait ce qui compte. Pas l'argent, pas les propriétés, le nom, la valeur des choses que tu ne peux pas évaluer. Je sais que ce n'a pas été facile, et je sais que tu te sens souvent mal à l'aise dans cette famille. Peut-être parce que tu n'as jamais voulu jouer au jeu qu'ils jouent. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la raison pour laquelle j'ai cru en toi plus que je ne l'ai jamais dit à voix haute. Quoi qu'il arrive, ne les laisse pas te briser. Et s'ils essaient, laisse-les te perdre. Ma gorge s'est serrée. Je me suis appuyé contre le mur, le papier toujours dans ma main, et j'ai laissé les larmes venir. Mais ce n'étaient pas les larmes amères que j'avais versées auparavant. Celles-ci étaient différentes. C'était le genre de larmes que l'on pleure quand quelqu'un vous dit enfin qu'il vous a vu depuis le début. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans un petit cadre, pas pour l'accrocher au mur, pas pour que quelqu'un d'autre la lise, juste pour me le rappeler. Sarafen à ce moment-là avait déjà commencé à chuter. Ce n'était pas dramatique. Pas le genre de scandale qui éclabousse les gros titres nationaux, mais son plus grand investisseur s'est retiré, invoquant l'instabilité du leadership. Puis est venu le vote du conseil d'administration. Elle a été priée de démissionner pour le bien de la marque. Elle a posté des excuses à moitié sincères le lendemain. C'était vague. Rien sur ce qu'elle avait fait, juste le genre d'humilité performative qui se terminait par une citation sur de nouveaux départs. Puis elle a supprimé son compte. Je n'ai pas tendu la main. Je n'ai pas gloire. Je n'ai même pas ressenti de satisfaction, juste de la clôture. Et Valora, elle a disparu à sa manière. Un voisin qui me parlait encore a mentionné l'avoir vu marcher à l'aube avant le lever du soleil, emmitouflé dans une écharpe et des lunettes de soleil, évitant les gens, évitant la conversation. Je ne la détestais pas, mais je ne lui devais plus la version de moi qui essayait de gagner son amour. Un matin, quelques semaines plus tard, j'ai reçu un email d'une organisation féminine locale. Ils organisaient un séminaire sur la violence financière au sein des familles, expliquant comment la manipulation et les violations de confiance ne ressemblent pas toujours à la violence. Quelqu'un m'avait recommandé comme intervenante. J'ai regardé le message pendant longtemps avant de répondre. Oui, l'événement s'est tenu dans une salle de conférence modeste. Chaise pliante, café et gobelets en papier, un pupitre usé, rien de glamour, mais c'était plein. Des mères,
des filles, des grands-mères, certaines qui n'avaient jamais parlé de ce qu'elles avaient traversé, certaines qui avaient gardé des secrets pendant des décennies. Quand je me suis tenu au pupitre, je n'ai pas lu un script. Je ne portais pas de blazer. Je n'ai pas essayé de les impressionner. J'ai juste parlé. Parfois, ai-je commencé, les personnes qui nous brisent sont celles qui nous ont élevés. Et parfois, celles qui nous élèvent pensent qu'elles construisent de la force, alors qu'en réalité elles érodent la voix en nous. J'ai marqué une pause. Mais la guérison ne dépend pas de qui s'excuse. Il s'agit de savoir qui reconstruit pièce par pièce. Après la séance, plusieurs femmes sont venues me serrer dans leurs bras. Une femme, peut-être dans la soixantaine, avec des cheveux argentés tirés en tresses, m'a serré la main fermement et a dit « Tu as dit tout ce que je n'ai jamais osé dire ». Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai posé la lettre encadrée à côté d'un nouveau certificat, l'enregistrement officiel de la LLC pour mon cabinet de conseil. Mon entreprise, mon nom, personne d'autre. Je n'ai pas versé de vin pour célébrer. Je n'ai appelé personne. Je suis juste resté là longtemps à regarder la photo de mon père et le document à côté. Deux héritages enfin alignés. J'ai inspiré profondément et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi comme une couverture chaude. Pas le vide, pas la solitude, mais la paix. Elles m'ont pris des morceaux, mais j'ai tout rassemblé. Et maintenant, je marche entière. Parfois, les blessures les plus profondes ne viennent pas d'étrangers, mais des gens qui prétendent nous aimer le plus. Cette histoire ne parle pas seulement de trahison. Il s'agit de retrouver sa voix, même lorsque cette voix a été ignorée pendant des années. Vous êtes-vous déjà retrouvé à devoir vous dresser contre votre propre famille juste pour protéger votre paix? Partagez votre histoire dans les commentaires. Et si cela vous a parlé, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. D'autres histoires vraies arrivent.